The Assembly will hear an address by His Excellency. Nous allons maintenant entendre une allocution de son Excellence, M. Bronisław Komorowski, président de la République de Pologne. Je demande au service du protocole de bien vouloir escorter son Excellence. Monsieur Bronisław Komorowski, président de la République de Pologne, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, tout d'abord, je tiens à féliciter Monsieur le ministre Sam Kutesa à l'occasion de son élection à la présidence de cette session. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, dans le préambule de la Charte des Nations Unies, l'on peut lire que l'Organisation des Nations Unies a été créée pour préserver les générations futures du fléau de la guerre et pour proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans l'égalité des droits des nations, grandes et petites. Alors que nous célébrons cette année le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale et le 75e anniversaire du début de la Deuxième Guerre mondiale, ces mots renferment un message particulièrement important pour nous, les Polonais, et pour tous les Européens, et pour toutes les sociétés qui ont été touchées par les tragédies de la guerre. Ces deux guerres ont ravagé le territoire polonais et la Deuxième Guerre mondiale a commencé avec l'acte d'agression de l'Allemagne nazie en collaboration avec l'Union soviétique. Notre passé nous pousse à réfléchir à ces mots tirés de la Charte des Nations Unies et à ces événements qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. Et ce processus de réflexion accompagne le processus de prise de décision au niveau national, mais il est tout aussi important pour la communauté internationale rassemblée ici, aux Nations Unies. La Première Guerre mondiale a fait naître le rêve d'un monde sans guerre. Ce rêve et la volonté générale ont débouché sur l'avènement de la Société des Nations, le premier système de sécurité collective de l'histoire de l'humanité. Ce système contenait tous les éléments nécessaires pour imprimer une marque positive sur l'histoire et pour maintenir la paix et la sécurité. Le fonctionnement de cet organe se basait sur des règles importantes, prohibant la guerre et appelant au règlement pacifique des différends. La Société des Nations a créé des organes communs, organisé des conférences sur le désarmement, et a fait naître un embryon de justice internationale. Et pourtant, en dépit de toutes ces institutions, nous n'avons pas pu créer un monde libéré de la guerre. La Société des Nations est ensuite devenue une cible facile, parfois un objet de dérision. Et pourtant, ce n'est pas la Société des Nations elle-même qui a échoué. Ce sont ses membres qui n'ont pas été à la hauteur, notamment les puissances qui s'étaient vues confier la responsabilité particulière de la mise en œuvre de sa tâche principale en raison de leur statut. Les grandes puissances n'ont pas été à la hauteur face à l'essor de totalitarisme de droite comme de gauche. La Première Guerre mondiale a contribué à l'émergence du communisme, du national-socialisme et de nombreuses dictatures de type militaire. Ces systèmes se nourrissaient du conflit, alors qu'une guerre idéologique, une guerre contre d'autres nations ou contre d'autres individus était toujours au cœur de leur identité. Ces menaces auraient pu être contenues, et pourtant le monde démocratique a échoué. Il a choisi une politique d'apaisement à court terme. Il a choisi de satisfaire les appétits des dictatures au détriment des pays les plus faibles. Et le prix qu'il a fallu payer pour ces actes de négligence a été la Deuxième Guerre mondiale. Toute l'humanité en a souffert.
a dû payer un prix qui, auparavant, aurait été inimaginable. Et c'est de l'expérience terrible de cette guerre, de l'expérience de la Shoah, qu'a découlé ensuite la notion de génocide. L'auteur de la Convention sur les génocides était un juriste polonais, Rafał Lemkin. Il avait déjà conscience de la nature criminelle des deux totalitarismes avant même le début de la Deuxième Guerre mondiale. Après cette hécatombe, la communauté internationale a décidé de bâtir une nouvelle fois un système de sécurité collective. Je me réjouis de la célébration qui approche l'année prochaine du 70e anniversaire de la Fondation des Nations Unies. Très peu d'entre nous aujourd'hui se souviennent d'un monde sans Organisation des Nations Unies. Il serait bien dur d'essayer de concevoir le monde d'aujourd'hui sans les activités menées par l'ONU. Au cours des près de 7 décennies d'existence de l'ONU, notre organisation a remporté de belles victoires, mais elle a aussi échoué à plusieurs reprises. Aujourd'hui, la situation est particulièrement inquiétante car les symptômes des phénomènes qui ont entraîné la chute de la Société des Nations se font jour à nouveau. Nous sommes confrontés à une renaissance des superpuissances, à un retour à une réflexion sur la base des zones géopolitiques d'influence. Une réflexion qui a déjà conduit la communauté internationale vers la haine, la confrontation et le conflit. Les Nations Unies devraient rester sur leur garde face au retour de telles positions et ne devraient jamais tolérer que l'on se détourne des principes consacrés dans la Charte en matière de sécurité et de relations internationales. Tolérer de telles positions donne toujours des résultats délétères et bien souvent débouche sur des catastrophes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, il convient de souligner avec vigueur que l'occupation de la Crimée et les actes d'agression dont est victime l'Ukraine constituent une violation des normes du droit international. Les valeurs fondamentales des Nations Unies sont foulées aux pieds. Le contexte idéologique du conflit réside dans un retour à la rhétorique de la première moitié du XXe siècle, un retour à la logique des zones d'influence, à la logique de la loi du plus fort, à une domination sans pitié contre les États voisins plus faibles. Des voisins qui n'auraient d'autre vocation que de devenir les satellites dociles d'une puissance se livrant à une révision des fondements mêmes de l'ordre international civilisé. Le Conseil de sécurité, l'organe qui a la responsabilité première en matière de paix, a donné la preuve de son inefficacité face aux conflits en Ukraine et dans d'autres régions du monde, en partie en raison de son règlement intérieur. Nous risquons aujourd'hui de voir le chaos l'emporter encore davantage si ce règlement intérieur n'est pas amendé. Il est bon que l'Assemblée générale se soit, elle, montrée à la hauteur à travers l'adoption de la résolution 68/262 le 27 mars 2014 et qu'elle ait pris position aux côtés de la partie la plus faible qui a été la cible d'une agression impériale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, je suis d'autant plus affligé et d'autant plus inquiet lorsque je prononce ces mots que nous célébrons cette année le 25e anniversaire de la fin du communisme et de la chute du bloc soviétique en Pologne et dans d'autres pays de la région. C'est une occasion joyeuse. Ce printemps des nations, le deuxième dans l'histoire de l'Europe, a apporté la liberté aux nations d'Europe centrale et d'Europe orientale, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance. Une gouvernance démocratique. À l'époque, des changements positifs sont intervenus dans toute l'Europe et même de par le monde. Le rideau de fer est tombé et la division bipolaire du monde a disparu. La guerre froide, ainsi que les menaces de conflits nucléaires qui l'accompagnaient, ont été reléguées au livre d'histoire. Ce changement historique est né en Pologne.
avec la création du mouvement Solidarité, un mouvement qui rassemblait 10 millions de personnes, un mouvement d'opposition pacifique face à l'oppression totalitaire et face aux violations des droits des nations. Le 12 septembre 1989, la victoire aux élections parlementaires du 4 juin, a débouché sur la création du premier gouvernement non communiste dans notre région d'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, gouvernement qui a été formé le 12 septembre 1989. Il s'agissait du gouvernement de Tadeusz Majewski. 2 semaines plus tard, à peine le 25 septembre, il y a 25 ans, jour pour jour, le ministre des Affaires étrangères de ce nouveau gouvernement, le professeur Krzysztof Skubiszewski, s'est adressé aux délégués de l'Assemblée générale des Nations unies, depuis cette même tribune. Et il a dit que la nouvelle Pologne ne respecterait pas la logique des zones d'influence. Il a dit en outre que nous respecterions les traités existants, les obligations existantes, que nous respecterions les intérêts des autres États en matière de sécurité, mais que cela ne devrait en rien imposer des contraintes en matière de choix de système politique. Cette nouvelle logique en matière de relations internationales était très favorable à l'Europe. Un mouvement très vaste d'unification a été mis en branle grâce au renforcement des mécanismes d'intégration des communautés européennes qui ont englobé de nombreux nouveaux États. Dans notre région, l'Union européenne est synonyme de paix. Elle a été créée pour nous libérer des guerres sur un continent qui, auparavant, était célèbre pour les guerres qui le ravageaient. Et l'Union européenne est bel et bien devenue le garant de la paix en Europe, et bien au-delà des frontières de l'Europe. La Pologne y a contribué de façon extrêmement active. Nous étions en droit d'espérer que les dividendes des fins des divisions en Europe et de la logique des zones d'influence impérialistes seraient partagés par de plus en plus d'États et de nations, pas uniquement en Europe. Nous étions en droit d'attendre que ces États pourraient faire des choix démocratiques sur leur propre sort et vivre dans la paix et la prospérité à l'abri de toute domination extérieure. Nous ne cessons d'espérer que la Russie connaîtra un processus de modernisation démocratique. Mais ce qui s'est passé il y a 6 mois dans l'Est de l'Europe a ébranlé cet espoir et mis en péril la sécurité sur notre continent. Dans notre région d'Europe, les citoyens se demandent encore une fois si la guerre, comme méthode employée pour obtenir des avantages politiques, sera à nouveau une réalité à long terme. Nous ne pouvons accepter que la vie des relations internationales soit brutalisée, où que ce soit dans le monde, et nous ne pouvons pas accepter ce phénomène en Europe. Un continent qui est encore en train de soigner les plaies qu'il a reçues pendant les 2 premières guerres mondiales. Et pourtant, les guerres et les conflits se poursuivent aujourd'hui dans d'autres régions du monde également, et font d'innombrables victimes, sèment la destruction et provoquent de grandes souffrances. Nous avons tous été pris de court par la rapidité de l'essor du soi-disant État islamique en Irak et au Levant. La sauvagerie de ces combattants qui massacrent et persécutent les individus d'autres confessions, y compris des individus musulmans, doit inspirer la terreur et faire réagir la communauté internationale. Leur barbarie lance un défi à toute l'humanité. Quelles que soient les religions, les origines ethniques, les positions politiques des uns et des autres, les États qui sont fidèles à la Charte des Nations Unies ne peuvent pas fuir leurs responsabilités en matière de sécurité. Nous avons le devoir de protéger ceux qui sont menacés par la violence et la cruauté. Mais tout doit être fait pour veiller à ce que les initiatives que nous lancerons
ne viole pas la Charte des Nations Unies. Nous souhaitons dire ici notre vive inquiétude, notre douleur face aux conflits, aux tragédies dont souffrent les civils en Syrie, en Libye, en Israël, dans la bande de Gaza et dans de nombreux États africains. Tous ces conflits, et davantage encore les guerres civiles dans certains pays africains, s'accompagnent de catastrophes humanitaires. Les Nations Unies, et notamment les superpuissances qui peuvent avoir une influence sur les parties au conflit, ne devraient ménager aucun effort pour mettre fin à ces tragédies. Personne ne pourra jamais remplacer l'Organisation des Nations Unies et ses agences pour prêter secours aux réfugiés et autres victimes de ces drames humanitaires. Au nom de la Pologne, je souhaite ici saluer ces agences, saluer les milliers de membres courageux des organisations humanitaires, agences onusiennes et organisations non gouvernementales qui volent au secours de ceux qui souffrent de persécutions au milieu de grands dangers, souvent en risquant leur propre vie. Ces personnes aident ceux dont la sécurité et la santé est menacée, ceux qui sont abandonnés, sans foyer, qui ont dû quitter leur foyer et ne pourront jamais y revenir bien souvent en raison des destructions dont ils ont été victimes. Et de plus en plus de personnes connaissent de telles souffrances en raison de conflits militaires. Cette tendance effrayante doit prendre fin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, si nous sommes témoins aujourd'hui de si nombreux conflits qui font des milliers de morts et provoquent des catastrophes humanitaires, c'est le résultat d'un échec en matière de respect des droits fondamentaux de l'homme. Des communautés tout entières, des nations tout entières se voient privées de toute influence en matière de décision politique. Un pouvoir sans contrôle, corrompu souvent, incapable de sortir des pays du sous-développement et de la pauvreté, voilà ce qui est à l'origine des conflits et des rébellions en Ukraine, en Irak, en Libye et dans de nombreux autres pays du monde. C'est pourquoi nous devons redoubler d'efforts pour aider, comme nous le pouvons, en proposant une aide au développement associée à des transformations sociales, économiques et politiques. Sans quoi nous n'aurons plus qu'un choix entre la dictature et le chaos. La Pologne est tout particulièrement attachée au rôle que joue la démocratie dans la vie des nations, dans leur développement, dans leur activité internationale. Nous sommes conscients de l'ampleur de ce que nous avons perdu en raison de l'absence de démocratie sous le régime communiste. Nous savons à quel point le retour à la démocratie nous a été bénéfique. Nous avons pu alors réaliser nos aspirations civiques et exprimer notre souveraineté nationale. C'est pourquoi une initiative internationale très vaste, la Communauté des démocraties, a vu le jour à Varsovie en 2000. C'est la raison pour laquelle mon pays a créé le prix Lech Walesa Solidarité pour les activités menées en appui de la démocratie et des libertés fondamentales. La Pologne est fermement convaincue que le développement durable ne pourra devenir réalité sans l'état de droit et sans le respect des droits et des libertés fondamentaux de tous. Nous ne cesserons jamais de nous battre pour que ces questions figurent en bonne place dans le nouveau programme de développement des Nations Unies. Solidarité, responsabilité, participation. Voilà les trois principes qui sont au cœur du système des Nations Unies, auxquels nous restons fidèles. Nous avons appris leurs valeurs au fil de nos expériences, au fil de notre histoire ces dernières décennies. Nous saluons l'implication des Nations Unies dans les activités menées pour améliorer la situation économique et sociale dans les régions du monde où les souffrances sont les plus grandes. La Pologne participe de façon active
à la définition des priorités et aux moyens de mise en œuvre du nouveau programme de développement des Nations Unies qui prendra la place des objectifs millénaires pour le développement de 2000. Le nouveau programme de développement devrait intégrer pleinement et de façon cohérente les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable, tout en mettant l'accent sur la réduction de la pauvreté et la protection de l'environnement naturel. Parvenir à un accord international sur cette question est une véritable gageure, et pourtant c'est nécessaire, et nous pouvons y arriver. Le document final de la session précédente de l'Assemblée générale et notamment du groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable, dirigé de main de maître par le Kenya et la Hongrie, a permis de définir la marche à suivre sur cette question. La Pologne continuera d'agir pour un dialogue qui devrait permettre la mise au point d'un nouveau programme de développement pour l'après 2015, ambitieux et universel. Monsieur le Président, arrêter les changements climatiques sur notre planète, changements qui ont été provoqués par le développement de la civilisation humaine, est vital. Nous devons aussi nous ajuster aux changements qui aujourd'hui sont irréversibles. C'est une question de sécurité, de développement économique, de préservation de la diversité biologique des écosystèmes de notre Terre et de qualité de vie. En novembre 2013, à Varsovie, a eu lieu la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. La Pologne détient encore aujourd'hui la présidence de la conférence des parties de la Convention sur les changements climatiques. Et c'est pourquoi nous restons déterminés à parvenir à un succès dans le cadre de ces négociations. Et ce, de façon équitable pour tous les pays en fonction de leur niveau de développement. C'est possible et j'espère que nous parviendrons à un tel accord dans un avenir proche. J'aimerais répéter qu'en dépit des coûts que représente la transformation économique, la Pologne, depuis 1988, a fait diminuer ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 30%. En d'autres termes, nous avons de loin dépassé les obligations qui étaient les nôtres au terme du protocole de Kyoto. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, la Pologne participe de façon très active à plusieurs domaines d'activité de l'Organisation des Nations Unies, depuis les droits de l'homme jusqu'au désarmement. C'est pourquoi nous savons parfaitement que rien ne peut remplacer le système de l'Organisation des Nations Unies qui ne cesse de s'améliorer. Nous pouvons toujours continuer à travailler à l'amélioration du système des Nations Unies. La Pologne est un pays qui endosse toujours davantage de responsabilités en matière de coopération pour le développement, d'aide humanitaire et de protection du climat. Nous voulons faire part de nos expériences et de nos suggestions en occupant un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2018-2019. Nous avons l'intention d'appuyer une réforme de cet organe des Nations Unies, de sorte à améliorer sa représentativité tout en renforçant son efficacité. Je pense notamment aux situations dans lesquelles le Conseil de sécurité a le devoir d'agir en raison du principe de responsabilité de protéger qui a été adopté par notre famille de nations en 2005. L'idée serait de mettre au point un mécanisme qui donnerait au Conseil les outils pour agir dans une telle situation, tout en rendant impossible toute instrumentalisation du mandat du Conseil à des fins autres que l'exécution de cette responsabilité. C'est quelque chose que j'ai mentionné depuis cette tribune 2 fois par le passé déjà. Et l'on pourrait peut-être songer à une réforme plus vaste du Conseil, réforme dont les grands axes ont été esquissés avant le sommet historique qui a eu lieu en 2005. Aujourd'hui, comme il y a 70 ans en réalité, nous voulons toujours préserver les générations futures du fléau de la guerre. Nous voulons toujours proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans l'égalité de droits des nations grandes et petites. Je vous remercie pour votre aimable attention. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Pologne pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de bien vouloir rester à leur place pendant que nous saluons le président.